Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et après un bilan 2022 avec les objectifs de 2023, après un book haul de fin d'année, je me suis dit que on allait encore se mettre à jour sur les mois d'absence de YouTube et je vais vous faire mon bilan lecture fin 2022. Je crois que j'ai pas pris tous les livres, en plus il y en a certains que je n'ai plus, que j'ai abandonné. Mais grosso modo, j'ai pris quand même une petite sélection pour que vous voyez ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé ou pas en cette fin d'année 2022. Et on va commencer sans plus tarder avec 2 tomes de fin de saga, un que j'ai lu pendant l'été et un que j'ai dû lire en novembre je crois, quelque chose comme ça. Ce sont les tomes 3 et 4 de la saga Off Campus, donc The Score le tome 3 et The Goal le tome 4. Je parle de saga terminée parce que je sais qu'il y a un 5e tome qui est paru et qui relate quelques années après la vie des 4 couples qu'on retrouve dans la saga principale, donc ce sont 4 nouvelles différentes. Je ne l'ai pas lu, je ne lirai pas. Pour moi les 4 premiers tomes restent la saga principale et du coup j'ai lu ces 2 tomes pour le pitch général de la série. On va suivre 4 hockeyeurs dans une université qui font partie de l'équipe universitaire du coup de hockey. Chaque hockeyeur aura son tome avec la romance qui lui est dédiée. Et du coup dans le tome 3 on va suivre Dean et dans le tome 4 on va suivre Tucker je crois. Ouais, John Tucker. Cette saga était dans mon objectif de la lire et terminer en 2022, c'est chose faite. Pour pas vous mentir, je me suis pas régalée plus que ça. Déjà dans le tome 3, je suis pas très fan du personnage masculin qui est dedans parce que c'est juste le dieu auprès de toutes les filles, il a toutes les filles à ses pieds et je trouve qu'il a pas énormément de personnalité. Le personnage féminin n'est pas beaucoup plus attachant à mon sens. C'était pas du tout mon tome préféré, je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé dans mes souvenirs. Je sais même plus pour être tout à fait honnête, ça fait quelques mois déjà que je l'ai lu. Et dans le tome 4 on suivre John Tucker qui est de base mon personnage masculin préféré des 4, que je trouvais hyper intéressant quand il était dans les tomes des autres garçons et que j'ai pas du tout trouvé intéressant dans ce tome-ci. Il a zéro personnalité à mon sens. Franchement j'ai pas trop compris. Il devient doux comme un agneau et du coup il en devient un peu énervant tellement il a pas trop de personnalité. Et le personnage féminin qui s'appelle Sabrina je crois, ouais Sabrina dans celui-ci est insupportable. C'est aussi simple que ça. Alors oui elle a une vie pas facile et tout, mais au niveau de ses choix, alors elle va être avec John mais en même temps elle va être toute seule. Elle m'a saoulée. Voilà, tout simplement, elle m'a énervée. Du coup, j'ai pas pris plus de plaisir que ça à terminer cette saga qui va bientôt quitter ma bibliothèque. Là, vraiment, je l'ai gardée pour faire les premières vidéos de l'année 2023. Mais je vais clairement pas les garder. C'était sympathique, hein. En vrai, c'est des romances, je les ai lues, ça se lit rapidement, c'est ultra addictif et tout ça. Mais c'est clairement pour moi pas du tout la romance de l'année. Il y a bien meilleur ailleurs. Et c'est pas avec beaucoup de regrets que je vais m'en séparer. Prochaine lecture, un livre qui n'est pas un roman ni de la fiction, chose qui est très rare sur ma chaîne. Je lis énormément de fiction, notamment young adult. Et là on part sur un livre de développement personnel que je voulais lire à sa sortie et qu'au final j'ai mis plus de temps que ça à lire. Et c'est Toujours plus, plus égale plus de Lena Situation, publié chez Robert Laffont. Donc c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis sa sortie, que j'avais eu assez rapidement. Et je m'étais pas plongée dedans et c'est au mois d'août. J'étais un peu en panne de lecture. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais en arrêt, donc un petit coup de blues du fait de je faisais plus grand chose dans mes journées parce qu'au début de mon arrêt j'étais assez productive et plus l'arrêt était long, moins j'avais envie d'être productive. Et du coup en une soirée je me suis dit tiens je me ferais bien un livre, j'avais hésité avec une BD et tout ça. Je voulais vraiment lire un livre dans la soirée. Au final j'ai vu ce beau dos jaune dans ma bibliothèque et je me suis dit ah mais je crois que c'est le moment pour lire le livre de Lena. Et du coup c'est un livre de développement personnel qui part sur le principe de son petit adage plus égale plus, donc le positif attire le positif. Et c'est comment être bien dans sa vie, comment avoir la positive attitude en quelque sorte, comment la garder et comment être une meilleure version de soi-même au final. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, ça se lit rapidement et vraiment c'est un très bon livre de développement personnel. J'en ai lu très peu, mais à la fin de ma lecture j'avais envie d'être la meilleure version de moi-même. Et vraiment je me suis régalée avec cette lecture, j'étais contente de le lire et je crois en plus que je l'ai lu vraiment au bon moment. Autre lecture, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan dans les livres qui m'ont marqué, c'est Vox de Christina Dalcher, publié chez Pocket. Dans cette histoire on va suivre une mère de famille qui a des enfants garçons et une enfant fille. En fait on est aux États-Unis dans un futur assez proche et les femmes n'ont que 100 mots par jour, sinon elles ont un bracelet électronique et dès qu'elles dépassent les 100 mots elles ont une décharge électrique.
En plus de ce massacre à mon sens, elles ont plus forcément le droit de travailler, elles sont femmes au foyer, ce genre de choses. Les petites filles apprennent moins que les petits garçons, enfin vraiment une situation dans laquelle on n'a pas du tout envie d'être. Et du coup on va suivre cette mère de foyer qui est une ancienne médecin, et un jour le frère du président tombe gravement malade et elle est spécialiste dans le domaine de sa maladie, et du coup elle va devoir travailler pour le président qui a instauré toutes ces règles, donc elle y va pas de bon cœur, mais en échange elle peut enlever elle son bracelet et surtout enlever le bracelet de sa fille pour qu'elle puisse parler librement au même titre que ses fils. Et du coup notre chère mère de foyer qui s'appelle Jean, j'avais pas donné son prénom, va du coup travailler pour le président pour soigner son frère, et va s'en suivre quelques petites aventures, et peut-être qu'elle va pas être 100% en accord avec ce qu'elle fait et qu'elle va pas forcément vouloir soigner le frère du président. Et le but principal c'est de réussir à sauver sa fille et qu'elle vive dans une atmosphère la mieux possible pour elle, chose qui n'est pas le cas actuellement. Ce livre j'ai mis des semaines voire des mois à le lire, je crois que je l'avais commencé au mois de juillet et j'ai dû le finir au mois d'octobre. C'était une excellente lecture, mais c'était une lecture impactante, très forte émotionnellement parlant, ce qui fait que j'arrivais pas forcément à me mettre dedans, parce que quand je voulais lire j'avais plus besoin peut-être de détente et moins de messages forts comme fait passer ce livre, mais il n'empêche que c'est vraiment un excellent livre qui pourrait être étudié à l'école. Et ouais, il impacte émotionnellement ce livre. On peut pas ressortir indemne de sa lecture, c'est impossible vraiment. Je sais pas comment des gens peuvent être complètement immersifs à ce livre. C'est un excellent livre qui donne envie de vomir honnêtement. Moi à plusieurs reprises j'ai dû le poser en mode je dois digérer cette information, c'est trop pour moi. Parce que certes c'est de la fiction, mais malheureusement bah ça tend à de la réalité, et c'est ça qui fait peur avec cette lecture. C'est qu'on sait que c'est de la fiction et pour autant bah il y a certaines choses qu'on peut retrouver dans notre réalité qui font peur à voir, qui font mal, qui est terrifiant pour les générations futures. Et du coup c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à être à fond dans le livre. Et pour autant c'est un excellent livre parce que c'est sa volonté de heurter les gens. Et ça a été le cas avec moi, et du coup je ne ressors vraiment pas indemne de ma lecture qui était vraiment excellente, même si j'ai mis énormément de temps à la lire. On va repasser avec de la romance. J'ai lu beaucoup de romances dans les derniers mois 2022, je sais pas, j'avais envie, j'en lis assez peu généralement. Mais là je crois que comme j'étais un peu en panne de lecture, comme j'étais en arrêt et tout, je voulais des lectures rapides, et pour moi les romances ça se lit assez rapidement. J'ai donc lu Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Lynn, publié chez Harper en format poche, donc une couverture très noélisante. Je l'ai lu au mois de novembre je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai lu très très rapidement. Dans ce livre on va suivre Ali qui est assistante d'un cher patron du nom d'Evan, et elle a clairement un crush sur lui, et en fait quand elle fait sa liste de Noël à sa meilleure amie, malheureusement elle se trompe de destinataire et peut-être que c'est envoyé à son patron même si elle ne le sait pas encore. Et on va voir si le crush de Ali envers Evan est réciproque. Et du coup va s'en suivre une très jolie histoire entre les deux. C'est donc un Enemies to Lovers qui est vraiment très sympathique. Vraiment je me suis régalée, il est assez court, il se lit vite. Chose à laquelle je m'y attendais pas, mais parce que je suis pas du tout adepte, c'est mon premier livre en fait, romance de Noël, du coup je ne m'y attendais pas. Il y a quand même pas mal de scènes de sexe, je m'attendais à quelque chose de plus lisse, plus comédie romantique comme on peut retrouver dans les films de Noël. Donc il y a quand même pas mal de scènes de sexe, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai vraiment adoré ma lecture, le personnage d'Ali est super attachant, le personnage d'Evan est très intéressant. Le crush se développe plutôt bien pour cette personne. Vraiment j'ai beaucoup aimé voir leur relation évoluer, partir sur quelque chose vraiment où aucun des deux ne s'apprécie vraiment, même s'il y a clairement une tension sexuelle entre les deux, on va pas se le cacher, et voir leur relation évoluer, voir comment Evan change de regard sur Ali, et vraiment c'est très beau. Petit bémol pour ce livre néanmoins, il y a une remarque qui m'a vraiment énervée. J'ai posé le livre à ce moment-là parce que vraiment ça m'a énervée. Il y a une remarque sur le poids du personnage féminin. Je ne sais plus exactement comment c'est dit, mais elle dit qu'elle se trouve grosse, en tout cas avec des formes, et sa taille et son poids sont dits. Chacun perçoit son corps comme il le souhaite, comme il le veut, comme il se sent, mais
dire de quelqu'un qu'elle est grosse en donnant un chiffre exact de poids. Et je trouve ça pas bien du tout de donner un poids exact pour les lecteurs et les lectrices qui potentiellement se mettent à la place du personnage ou non. Juste, le personnage peut se sentir gros, mais je pense que la notion exacte du poids n'était pas forcément obligatoire. Et ça a terni un petit peu ma lecture. Ça a pas terni longtemps, mais ça m'a énervé sur le coup. Et je trouvais ça très dommage, juste sans les chiffres. Et ça passait parce qu'on perçoit vraiment tous notre corps comme on le ressent. Mais là j'ai trouvé ça très dommage parce que je trouvais ça assez discriminant pour être tout à fait honnête. Après c'est peut-être juste moi qui suis un peu bornée pendant ma lecture, mais vraiment ça m'a agacée. Outre cet agacement, j'ai vraiment adoré ma lecture. Très cocooning Noël, exactement ce que j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Et je me suis régalée. Et du coup, j'ai déjà d'autres romans de Noël qui m'attendent pour l'année prochaine. Et j'ai très hâte de continuer à en lire parce que vraiment c'est une très bonne première expérience. On va partir sur un tout autre registre avec le livre Séance de spiritisme chez Madame Constantin d'Arsène Lambrecht, publié aux éditions Titanide dans leur collection Éphir. Voilà ce petit livre, je vous l'ai déjà présenté dans les 2 vidéos précédentes. C'est un livre, c'est le premier livre des éditions Titanic qui ont été montés par des copines à moi. Encore une fois, je suis extrêmement fière d'elles. Elles ont fait un travail remarquable avec ce bouquin et d'ailleurs je les remercie parce qu'elles me l'ont envoyé avec des petits goodies et vraiment c'était adorable de leur part. Donc vraiment merci infiniment les filles si vous passez par là. Et du coup dans ce livre on va suivre notamment les enfants Constantin qui ont perdu leur papa et qui pensent que le fantôme de leur papa réside encore dans le manoir dans lequel ils vivent avec leur maman. Et du coup les enfants Constantin ont décidé de faire venir différentes personnalités pour authentifier ou non le fait qu'il y ait bien le fantôme de leur père chez eux. Donc on va avoir le prêtre du village, on va avoir le médecin du village et après des personnes qui sont un peu plus dans l'ésotérisme, le spiritisme avec des magiciens, quelqu'un qui tire les cartes, etc. Et du coup on va retrouver toute cette bande de joyeux lurons dans le manoir des Constantins pour une séance de spiritisme assez spéciale pour essayer de faire venir le fantôme du père des enfants Constantin. Et on va bien voir ce qui se passe si le fantôme est là ou pas. Malheureusement ils sont tous enfermés dans ce manoir, il y a une grosse tempête, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir, sauf que bah il y a un meurtre. Du coup bah forcément le meurtrier est parmi ces gens. Mais qui est-il? Que souhaite-t-il? Pourquoi a-t-il commis un meurtre? C'est ce que nous allons savoir en lisant ce livre. Tout à fait honnête, j'ai mis plusieurs semaines à lire ce livre parce que c'était pas forcément ce que je cherchais au moment où je le lisais, mais je voulais quand même forcément le finir parce que les filles me l'avaient envoyé notamment pour la parution et au final je ne le chronique que maintenant parce que j'ai fait une pause sur les réseaux et je voulais vraiment le terminer. En plus j'ai adoré ma lecture, juste c'était pas le genre que je voulais au moment où je l'ai lu, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture qui m'a beaucoup fait penser dans l'ambiance à du Agatha Christie, notamment au Crime de l'Orient Express ou encore à Ils étaient 10 où on confine plusieurs personnes dans un huis clos en fait, dans un endroit qui est confiné, il y a un meurtre et du coup c'est forcément parmi eux, parmi les personnages présents dans ce lieu confiné que on retrouve l'assassin et du coup j'aime beaucoup l'ambiance très descriptive au début, on présente chacun des personnages et après une ambiance assez angoissante dans ce manoir qui est pas abandonné mais en même temps qui... C'est pas la vie tout en rose non plus dedans, il est pas éclatant de vie on va dire. Et du coup c'était très sympa de voir tous ces personnes cohabiter ensemble qui de base n'ont rien à voir ensemble. Est-ce qu'on va trouver des liens entre elles? Peut-être. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, la plume de l'auteur est ultra addictive, très intéressante. Vraiment j'ai adoré cette plume. Très envie de savoir si l'auteur a écrit ou va écrire d'autres livres parce que vraiment une très bonne plume. Et petit détail que je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, au niveau des entêtes de chapitre on a une horloge qui à chaque fois s'aligne en fait selon l'heure du chapitre et je trouve ça le petit détail super bien fait surtout pour une jeune maison d'édition. Vraiment elles ont été les filles jusqu'au bout du détail et je trouve ça vraiment trop chouette. Donc très très bonne lecture que je recommande. J'ai vraiment aimé suivre les différents cheminements de pensée des différents personnages pour savoir qui étaient les meurtriers, comment ils expliquaient aussi les phénomènes paranormaux qui ont lieu dans ce manoir et vraiment très très bonne lecture. J'ai kiffé, j'étais contente de connaître la fin, j'avais deviné certaines choses, j'ai quand même aimé la fin même en devinant des choses et du coup très bonne lecture et très bon premier roman de maison d'édition. Que serait un update lecture sans un livre de Megara Nolan? Et cette fois-ci on change de genre par rapport à d'habitude puisqu'on va partir sur une romance avec Lit entre mes lignes de Megara Nolan
auto-publié du coup comme livre. Déjà j'aime beaucoup la douceur de la couverture et je vous le redis, mais la couleur de ce dos, je suis absolument fan, il est du plus bel effet dans ma bibliothèque. Et dans ce livre on va suivre Maxine Galloz qui est une jeune écrivaine à succès dans sa maison d'édition. Elle a fait une grosse saga et elle signe ses livres sous le nom de Max Galloz et elle ne veut pas faire de séance de dédicace, elle ne veut pas d'interview, elle ne veut pas être vue, surtout pas être vue. Cependant, ses livres ont énormément de succès et son éditeur a très envie qu'elle fasse des séances de dédicace, parce que bah mine de rien ça lui rapporterait quand même un sacré paquet à cet éditeur, vu que c'est un peu son autrice française à succès et que si elle pouvait faire des dédicaces, bah, ce serait le jackpot total. Il arrive donc à la faire aller en dédicace à Livre Paris, mais sous les conditions de Maxine, c'est-à-dire qu'elle a un box individuel où les lecteurs et lectrices rentrent et sortent. Les photos sont interdites, juste elle signe de manière le plus anonyme possible, même si forcément les lecteurs et lectrices la voient, mais ce sont ses conditions, son éditeur accepte. Elle va donc à Livre Paris pour dédicacer ses livres, les lecteurs et lectrices sont super contents de la voir. Beaucoup découvrent que c'est une femme parce qu'effectivement sous le nom de Max Gallo on pourrait croire que c'était un homme. Donc certains lecteurs et lectrices sont surpris et notamment un qui n'est pas vraiment un lecteur mais qui est journaliste et c'est l'agaçant Gabriel qui est un journaliste critique littéraire et qui est venu forcément à Livre Paris pour interviewer des auteurs et il veut absolument interviewer Max Gallo qu'il trouve plutôt prétentieux comme auteur puisque bah pas d'interview, rien du tout, pas de photos, première séance de dédicace alors qu'il y a un succès monstre, il veut comprendre et quand il croise Maxine il commence à comprendre mais il veut creuser davantage, sauf que Maxine ne veut rien laisser passer, si elle ne veut pas de photos, pas d'interview, et bah c'est aussi valable pour Gabriel, il ne va pas lâcher l'affaire, elle non plus. Ils font donc un pacte, elle rentre chez elle en province et il va vivre 15 jours avec elle et il aura le droit à une question par jour pour écrire une interview. Et peut-être que pendant ces 15 jours, bah, ils vont plus se trouver aussi agaçants l'un que l'autre et qu'une histoire d'amour va pouvoir se créer. Premièrement, je préfère prévenir, trigger warning sur ce livre, on parle de violence conjugale. Je préfère prévenir, c'est une thématique qui peut être dure, qui est extrêmement bien traitée dans ce livre, mais trigger warning avant toute chose, on parle de violence conjugale. Encore une fois, Megara a frappé et je me suis régalée, j'adore la suivre dans un autre genre, j'avais déjà lu Love Sing Hope en romance et du coup celui-ci a fait suite et vraiment je me suis régalée pendant ma lecture. Elle a réussi à me faire avoir un crush sur Gabriel, chose qui était quasi impossible vu comment il est agaçant au début du livre. Vraiment je pensais pas du tout, j'étais là, je suis en mode oui bah il va être cool à la fin mais à aucun moment je vais pouvoir crocher sur lui. Mais bien sûr que si, j'ai croché sur lui, évidemment. Il a une très belle évolution de personnage et du coup bah vraiment j'ai adoré. Maxine elle de son côté est très attachante. J'ai beaucoup aimé sa philosophie de personnage, sa personnalité, quelqu'un de très calme avec ses animaux dans sa petite maison. Vraiment j'ai vraiment adoré la douceur de ce personnage et en même temps malgré sa douceur comment elle arrive à tenir tête à cet agaçant, têtu et séduisant Gabriel. Le match entre les deux est très beau, leur relation est hyper intéressante et ouais à chaque fois qu'ils se parlent, les interactions entre les deux se font hyper bien alors que bah, de base ils sont pas du tout compatibles et franchement l'évolution se fait de manière assez lente, ils apprennent vraiment à se connaître et ça fonctionne super bien. Je me suis régalée avec cette romance, ils sont adorables et vivement la prochaine romance de Meg parce que vraiment pépite. Et dernier livre et pas des moindres, pareil je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, on a reçu un auteur au salon du livre qu'on a organisé avec la librairie début décembre et c'est Léo MX que nous avons reçu pour son premier livre Adriel, publié aux éditions Explora, que j'avais eu la chance d'avoir en format numérique grâce à la maison d'édition que je remercie. Et du coup au salon du livre, bah, j'ai tellement adoré le livre avant le salon que je me suis procuré la version papier qui est bien évidemment dédicacée. Dans ce livre on va suivre Adriel qui est un jeune mage et qui est nouvellement recruté pour la protection rapprochée de la princesse de la famille royale. En arrivant là-bas, Adriel va retrouver ses parents qui sont un petit peu surpris puisque Adriel est maintenant Adriel mais son nom de naissance est Ophélia, choisi par ses parents et Adriel au fil de sa vie se sentait plus garçon donc il a décidé
de changer d'identité, mais ses parents veulent toujours faire face à Ophélia, leur petite fille. S'ensuit donc des questions d'identité auprès d'Adriel. Quelle identité se sent-il le mieux en tant qu'Adriel, jeune mage qui est en train de réaliser son rêve auprès de la princesse en étant en garde royale, ou alors en tant que Ophélia, son identité de naissance. En plus de ces questions d'identité que se pose Adriel, il va être en plein milieu d'un complot. Puis récemment, des tentatives d'assassinat ont lieu envers la princesse et le reste de la famille royale. Et Adriel va se retrouver au milieu de tout ça, va essayer de décortiquer cette histoire et de connaître qui est la personne à l'initiative de cela. Et pour ça, ces deux identités vont être plutôt appréciées et vont beaucoup l'aider dans ses recherches. Vous l'avez compris, c'est un livre notamment sur la transidentité dans un milieu de fantasy et c'est un excellent livre. Déjà, je tiens à signaler qu'on n'est pas du tout perdu parce qu'à certains moments Adriel est Adriel et à certains moments Adriel est Ophélia et c'est d'une fluidité totale, je me suis absolument pas perdue et vraiment c'est une pépite, une de mes meilleures lectures de l'année 2022. Je me suis régalée, l'univers de fantasy est absolument remarquable, vraiment les décors, les différents personnages, les différents rebondissements, les liens qui se font entre les personnages, vraiment j'ai absolument adoré tout cet univers. Et au niveau du personnage d'Adriel, je l'ai vraiment adoré. J'ai adoré sa personnalité, j'ai adoré sa manière de penser, de fonctionner, de répondre à ses questions et vraiment c'est un personnage que j'ai adoré suivre. Je me suis énormément attachée à lui et j'aime énormément les relations qu'il arrive à construire avec les autres personnages, avec la princesse, avec ses collègues qui font aussi partie de la garde rapprochée de la princesse ou encore avec d'autres personnages que j'ai vraiment adoré parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont très intéressants, que j'ai adoré suivre. J'ai aussi adoré la relation qu'Adriel peut avoir avec ses parents puisqu'elle est conflictuelle parce que ses parents ne comprennent pas son choix. Ils veulent toujours garder leur petite Ophélia et les dialogues qu'il y a entre les parents d'Adriel et Adriel sont très très intéressants, enrichis et beaux en même temps. Ils peuvent nous mettre en colère certes, mais ils sont très beaux et j'ai adoré. Et le mélange entre tous ces personnages absolument géniaux et ce décor et ces rebondissements absolument remarquables, vraiment une de mes meilleures lectures de l'année, une pépite que je vous conseille à 3000%. Et voilà pour cette petite update lecture de fin 2022. Là du coup je me suis mis à jour pour 2023. Vous savez tous les livres que j'ai eu, vous savez à peu près tout ce que j'ai lu, vous savez si j'ai rempli mes objectifs 2022 et vous savez déjà ce que j'ai envie de faire en 2023. Donc là je pense que c'est carré, je suis à jour vis-à-vis de vous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis trop contente de l'avoir tournée. Les vidéos update lecture sont jamais les plus simples pour moi à tourner parce que faire les résumés des livres c'est pas toujours chose aisée, mais c'est un exercice que j'adore faire. Et parfois c'est aussi toujours compliqué de donner son avis parce que j'ai l'impression que j'utilise les trois mêmes mots. J'essaie d'enrichir mon vocabulaire à ce niveau-là, mais ce n'est pas toujours simple. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez lu, vos meilleures lectures de 2022, parce que ce que vous avez lu dernièrement, moi je viens de vous présenter les 6 derniers mois, donc ça va peut-être être un petit peu long, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et adoré en 2022. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains ou si certains vous tentent, parce que franchement j'ai eu vraiment de très belles lectures comme vous avez pu le voir. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.